Après avoir découvert la loi d'Ampère, parlons d'une autre loi assez utile, nous permettant de calculer le champ magnétique généré par une distribution de courant. Je rappelle que le champ magnétique tire son origine dans le déplacement d'électrons, c'est-à-dire la présence d'un courant. Ici, nous allons voir la loi de Biot et Savart. Elle sera utilisée dans une configuration de courant quelconque. De plus, ici, on n'utilisera pas le système de coordonnées cylindriques, mais le système de coordonnées sphériques. La différence avec le système de coordonnées cylindriques, c'est que la composante en Z ne nous intéresse plus. Maintenant, ce que l'on va utiliser, c'est l'angle entre un L et un R, appelé angle zénital. De manière expérimentale, on a pu déterminer un lien de proportionnalité entre les différentes grandeurs que je vous présente. Ici, le coefficient de proportionnalité sera de μ0 sur 4π. Ainsi, nous obtenons cette expression pour le champ magnétique. Pour codifier mathématiquement la présence d'un sinus et de son argument, nous utilisons le produit vectoriel. Il nous permet entre autres d'englober un sinus en utilisant une écriture vectorielle afin de pouvoir calculer l'angle situé entre ces deux vecteurs. R est la distance entre la source du champ et la position à laquelle on veut calculer le champ. I est l'intensité du courant passant à l'intérieur de l'élément. L'intérêt de cette formule, c'est de travailler sur des très petits morceaux, c'est-à-dire des longueurs très petites. Par ce fait, L devient dl pour le déplacement infinitésimal, que l'on peut également voir comme une longueur infinitésimale. Si on groupe dl avec notre vecteur unitaire 1L, on trouve le vecteur déplacement infinitésimal ou longueur infinitésimale. 1L est le vecteur allant dans le sens de parcours de notre déplacement infinitésimal. Ceci nous permet de faire les calculs pour n'importe quelle distribution de courant située sur une trajectoire. I, multiplié par dl, est appelé élément de courant, comme pour dire que c'est l'élément qui est parcouru par le courant. Ainsi, tous ces éléments de courant généreront un champ magnétique infinitésimal qui, en les sommant, donnera notre champ magnétique total. Vu qu'on sommera notre ensemble par rapport à la variable longueur, on aura une intégrale de circulation sur un certain contour que l'on va nommer C. Ici, ce n'est pas la circulation de notre champ qui nous intéresse, mais celle de notre courant. On garde le I dans l'intégrale, dans le cas où nous tomberions sur un courant variable en fonction de la longueur. Avec cette loi de Biot et Savart, nous pouvons calculer le champ magnétique généré au centre d'une spire. Vu qu'on a un manque de symétrie simple, c'est plus facile d'utiliser la loi de Biot et Savart que la loi d'Ampère. Notre dl, comme je l'avais dit plus tôt, correspond à une portion infinitésimale de notre spire, longueur infinitésimale dans laquelle circule notre courant. Vu que c'est une portion de notre arc de cercle, en utilisant le radian comme unité de mesure de l'angle, nous avons que le rayon multiplié par un angle infinitésimal nous donne notre arc de cercle infinitésimal, c'est-à-dire dl. Ici, notre vecteur unitaire 1L est le vecteur unitaire polaire, 1θ. En faisant le produit vectoriel de notre vecteur unitaire polaire et radial, nous obtenons le vecteur unitaire 1Z. Il nous donnera la direction de notre champ magnétique. Maintenant, si l'on décidait de calculer le champ magnétique, non plus au centre de la spire, mais sur l'axe du centre de la spire, on réutilisera bien évidemment la loi de Biot et Savart. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est ce que représentent tous les éléments de notre formule. Je vais ainsi les rappeler ici. Le vecteur infinitésimal dl est une portion infinitésimale de notre spire, une longueur très petite du contour de notre spire. Le I correspond à l'intensité du courant qui traverse notre spire. Le 1R est le vecteur unitaire radial et représente la direction que l'on obtient en faisant varier uniquement la coordonnée radiale.
la direction que l'on aurait en reliant le point générateur du champ au point où l'on souhaite calculer ce champ. Le fait que le champ magnétique ait une certaine symétrie du fait que la spire soit un cercle, cela a pour conséquence que lorsque l'on somme nos champs magnétiques infinitésimaux au point de calcul, on aura un champ magnétique qui aura une direction 1Z, due au principe de superposition. Si l'on prenait l'exemple du champ magnétique généré par deux éléments de courant de la spire, et que l'on projette ces champs sur l'axe Y et Z, on voit ainsi que les composantes en Y du champ magnétique s'annulent et que les composantes en Z s'additionnent. Vu que l'on connaît la symétrie du champ et que l'on veut s'attarder uniquement au point où le champ agit, nous introduisons le cosinus pour avoir la projection sur l'axe Z. On utilise les règles de calcul trigonométrique afin de transformer notre cosinus en sinus. Par développement mathématique, on obtient ceci. Maintenant, si l'on mettait plusieurs spires l'une à côté de l'autre, nous obtiendrons un objet appelé le solénoïde. Il peut être composé de spirales qui, assez serrées, peuvent être considérées comme un enchaînement de spires, ce qui nous permettra, lors des calculs, de considérer que l'on calcule le champ magnétique généré par un ensemble de spires. Bien sûr, si les spirales sont collées l'une à l'autre, il faut que le matériel soit isolé afin que le courant ne se partage pas d'une spire à l'autre, afin d'avoir toujours un courant n'ayant qu'une seule trajectoire. Ici, pour calculer le champ magnétique généré à l'intérieur d'un solénoïde, nous allons utiliser le principe de superposition, c'est-à-dire que l'on va sommer le champ magnétique généré par les spires qui composent le solénoïde. La première chose que l'on fait, c'est réexprimer la formule du champ que l'on avait obtenue pour une spire sur son axe central, soit la distance entre le point générant le champ et le point de calcul du champ peut être réexprimée en utilisant la trigonométrie. Notre objectif en faisant cela, c'est d'avoir le moins d'éléments variables possible. Ici, bien évidemment, on veut calculer le champ généré sur l'axe du solénoïde, parce que, finalement, les formules mathématiques que nous avons établies sont faites pour le calcul du champ magnétique sur l'axe d'une spire. Vu que l'on va utiliser le principe de superposition du champ magnétique généré sur l'axe d'une spire, il est normal que pour le solénoïde, nous allons également calculer le champ magnétique généré sur son axe central. Ici, pour avoir le champ à l'intérieur du solénoïde, sur son axe central, nous aurons le phi qui va changer sur toute la longueur du solénoïde et dépendra de la spire qui génère le champ magnétique. Par conséquent, lorsque l'on va sommer, il faudra prendre en compte cela, soit les différentes variables qu'il faudra prendre en compte pour un solénoïde, c'est l'angle phi, la distance r et la position sur l'axe z. R est la distance à laquelle on veut calculer le champ magnétique. Mais commençons par les extrêmes pour simplifier notre étude, mais également préciser d'où on vient et où l'on va. Soit, on aura un z minimum qui correspondra, on va dire, au début de notre solénoïde, et un z maximal qui correspondra à la fin de notre solénoïde. Le phi minimum qui correspondra à l'angle entre l'axe z et la direction 1r pour notre première spire, et le phi maximum qui correspondra à l'angle entre l'axe z et la direction 1r pour notre dernière spire. Si on a un nombre de spires assez grand et une disposition assez serrée, on peut utiliser la densité linéique de spires, soit le nombre de spires par unité de longueur. On aura dz' qui correspondra à la portion du solénoïde que l'on prendra, c'est-à-dire une portion infinitésimale. Commençons d'abord par calculer le champ généré par un petit groupe de spires. Prenons les spires situées entre z' et z' plus dz. Par principe de superposition, on va sommer les champs générés par les spires situés dans cet intervalle. C'est un intervalle infinitésimal,
Donc au final, c'est quasiment comme s'il n'y avait qu'une seule spire. Il faut bien le garder en tête. On va calculer le champ généré par un ensemble de spires placées sur une longueur infinitésimale. N, notre densité linéique de spires, multipliée par la longueur infinitésimale sur laquelle se situent nos spires. Cela nous donne simplement le nombre de spires que l'on aura sur cette longueur infinitésimale. Chaque spire génère un champ. En multipliant le champ par le nombre de spires générant ce champ, on utilise le principe de superposition et obtenons le champ total généré par ces spires. Vu que l'on ne sait pas trop avancer comme cela, nous allons reformuler les éléments que nous avons dans l'expression mathématique ici. On va faire un changement de variable en transformant dz' en un élément avec du phi. Z moins Z' est la distance séparant les spires pour lesquelles on veut calculer la somme des champs magnétiques qu'ils génèrent. On utilise la formule du dérivé de fonction d'une fonction pour la cotangente de phi, ce qui nous donne 1 sur sinus carré de phi multiplié par d phi. Ainsi, nous trouvons de quoi substituer notre dz' dans la formule que nous avions. Et l'on simplifie le tout au maximum. Voici l'expression que l'on trouve pour la valeur du champ dans le solénoïde. Même si, au final, on ne va pas réellement utiliser cette formule. Passons à l'étape un peu indigeste et absolument pas si pertinente que ça. Lorsqu'on arrive au milieu du solénoïde, on observe que phi minimum est égal à pi moins phi maximum. De ce fait, cosinus phi minimum plus cosinus pi moins phi maximum sont égales au double de cosinus de phi minimum. Notons que plus le champ est grand au milieu du solénoïde, plus le cosinus tend vers 1. Ceci est exact dans le cas d'un solénoïde idéal, c'est-à-dire un solénoïde bien plus long que large. À ce moment-là, notre phi minimum tendra vers 0. Soit, pour nous faciliter la vie, la majorité du temps, on va considérer le cas d'un solénoïde idéal afin de pouvoir utiliser cette formule plus simplifiée. Ce sera le cas pour tous les points intérieurs excepté les extrémités. Tant que la distance par rapport à laquelle on calcule le champ magnétique est très supérieure au rayon du solénoïde, nous pourrons appliquer cette simplification. Aux extrémités du solénoïde, phi minimum est égal à pi demi, ainsi cosinus phi minimum est égal à 0, ce qui nous donne cette expression du champ magnétique pour les extrémités. Avec le solénoïde, nous pouvons également parler de densité de courant de surface, comme avec la plaque. C'est donc le courant total divisé par la longueur du corps.